Bonjour Alain Minc. Bonjour. Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait, une réunification rapide de l'Allemagne allait suivre. Aujourd'hui, les habitants de l'ex-RDA se sentent un peu comme des citoyens de seconde zone et beaucoup d'entre eux se tournent vers les extrêmes. Qu'est-ce que l'Allemagne a raté pour que ce grand espoir de liberté et de prospérité déçoive autant ? D'abord, je trouve incroyablement injuste de dire l'Allemagne a raté, parce que quand vous pensez aux difficultés que la France a eues il y a beaucoup plus longtemps, il y a plus de 50 ans, pour absorber 1 million de pieds noirs. L'Allemagne de l'Est, c'était, si je puis dire, 17 millions de pieds noirs. Et globalement, les progrès ont été incroyables et avec un transfert qui marque une solidarité impressionnante. Les Allemands ont quand même transféré autour de 1000 milliards d'euros. Alors ils en avaient les moyens, mais peut-être. Après, ce qui est vrai, c'est que les Allemands de l'Est, à la différence des Allemands de l'Ouest, n'ont guère connu dans leur histoire de démocratie. Ils sont passés du nazisme à la dictature communiste. Et d'ailleurs, c'est un peu un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays de l'Est. Quel est le pays qui a le mieux résisté au vent du populisme? D'une certaine façon, quand même, la Tchéquie. Et la Slovaquie, à certains égards. Pourquoi ? Ils avaient eu dans leur histoire une vraie parenthèse démocratique. Ils avaient connu déjà l'expérience démocratique. Donc l'absence totale d'expérience démocratique crée facilement une machine à frustration. Mais je pense que les Allemands viennent de prendre conscience de ce phénomène, ont très peur de la montée de l'AfD et qu'ils vont prendre des mesures. Je lisais dans vos colonnes ce matin que, par exemple, on évoque ce qui est incroyable comme idée iconoclaste, la perspective éventuellement de quotas pour faire mieux participer les Allemands de l'Est à un système de pouvoir qui est quand même tenu en main depuis 14 ans par une Allemande de l'Est. Mais qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Oui, d'accord, mais quand même, Merkel. Elle a quand même à ces sujets une sensibilité que n'aurait pas nécessairement un Sarrois ou quelqu'un qui vient du Bade-Wurtemberg. De façon beaucoup plus générale, les mouvements de contestation du capitalisme, alors parfois au nom des inégalités, parfois au nom de l'écologie, sont, sinon plus nombreux, en tout cas de plus en plus visibles. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que ça vous inquiète ? Non, mais ça c'est tout à fait normal. Un système n'existe pas sans contestation. La seule question, c'est de garder cette contestation à l'intérieur d'un espace qui demeure l'espace de la raison et de la démocratie. Et donc, de ce point de vue, je trouve que la campagne électorale américaine est extrêmement intéressante. Si Mme Warren gagne l'investiture démocrate, et si par chance elle réussit à être élue, on verra que ça veut dire que le pays le plus capitaliste du monde a compris qu'il doit se sauver lui-même en mettant ses propres limites à des excès quand même impressionnants et qui n'existent pas en Europe. Elle est classée très à gauche par rapport aux références habituelles américaines. Elle est classée très à gauche, elle est vaguement... oui, grosso modo, elle est sur la ligne de François Bayrou, quoi, à peu près. Bon, donc c'est là pour les références américaines, oui, mais elle est poussée par un grand élan. Et même si elle échoue, ça montre quelque chose de très profond qu'on avait senti avec Sanders. Donc, d'une certaine manière, le système doit trouver en lui-même ses propres autolimites pour éviter qu'il soit assailli de l'extérieur. 30 ans après le début de la fin du bloc soviétique, Emmanuel Macron déclare l'OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce qu'il a raison ? Écoutez, le mérite de Macron, c'est d'appeler un chat, et comme on disait, je crois chez Boris Vian, ou je ne sais plus qui, et Rollin un fripon. Alors d'une certaine manière, le fripon, en l'occurrence, c'est Trump, mais il ne le dit pas. C'est vrai qu'il y a deux déstabilisations dans la vie de l'OTAN. La déstabilisation turque, elle est très désagréable, mais elle aurait été gérable si on avait affaire aux États-Unis que nous avons connus et aux États-Unis que nous aimons. Mais on sait depuis l'arrivée de Trump que l'article 5, c'est-à-dire la garantie inconditionnelle, n'existe pas, il l'a dit. L'aide de chacun des membres de l'OTAN si l'un est à l'un menacé, d'autre, s'il le demande. si par exemple les Russes
essaye de mettre la main sur la Lettonie ou l'Estonie à la manière de ce que cette série faisait sur la Norvège, où il y a cette série qui montrait ce que serait une invasion soft russe. Qu'est-ce que feront les États-Unis? Donc Macron a raison de le dire. Et il a raison d'ajouter que la seule réponse à ça, c'est une réponse militaire européenne. La France est la seule. Il le dit sans se concerter avec ses homologues. On voit que non, mais attendez, Angela Merkel a exprimé des critiques. Il a quand même le chic pour se fâcher avec ses alliés. Mais il n'a pas le chic pour se fâcher avec ses alliés. Macron, c'est ce que les anglo-saxons appellent un maverick, c'est-à-dire un personnage hors norme avec une grande liberté de parole. Boris Johnson est un maverick. Et c'est pour ça que je pense que la relation des deux types sera bonne dans la durée. Si Macron se concerte avec l'adorable mollesse allemande, il ne dit rien. Deuxièmement, il y a une seule puissance militaire en Europe continentale. Il y a une seule puissance nucléaire, c'est nous. C'est nous qui pouvons être interpellés pour faire jouer un jour notre garantie nucléaire à d'autres que nous. Donc s'il y a un sujet où la France a un droit unilatéral à la parole, c'est celui-ci. Et je peux admettre des critiques contre Macron, quel que soit le soutien que je lui apporte, mais là, je trouve que ce sont des critiques absurdes. Il a mis les pieds dans le plat, et c'est une bien bonne chose. Alors, en effet, on ne peut pas demander au Premier ministre du Luxembourg de mettre les pieds dans le plat. Chacun son rôle. Alors le président, sur le plan intérieur, cherche une voie pour maintenir sa grande réforme des retraites sans bloquer le pays. Est-ce qu'il faut déjà, dès maintenant, donner des gages, par exemple, aux agents de la SNCF ou de la RATP? Non, il faut prendre le problème de plus loin. Moi, vous avez sans doute entendu une position publique que j'ai prise depuis le début, depuis le début de l'automne, qui est de dire on ne peut faire cette réforme que pour les primo-arrivants sur le marché du travail, c'est-à-dire les gens qui commencent leur vie professionnelle. Pourquoi? C'est un projet ambitieux. C'est un projet moderne dans la mesure où il est fait pour couvrir toutes les différences de situation que dans une vie professionnelle désormais auquel on fait face, et surtout à un moment où d'ailleurs le statut de la fonction publique commence à être réduit. La réforme qui a été faite en matière de fonction publique est importante. Donc dire à des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, vous allez entrer dans le système, c'est une bonne chose pour vous, et en effet le système prendra sa pleine vitesse que dans 40 ans, ça a un sens et c'est bien. En revanche, je crois qu'on ne peut pas sortir, en réalité, de l'équation impossible qu'est comment arrive-t-on à mouler 42 régimes dans un régime unique, sauf à donner des concessions à chaque régime et à faire donc une addition insupportable. Alors, je trouve, si vous voulez, que le haut commissaire à la retraite. Alors justement, d'un mot, donc vous évoquez cette préférence que vous avez pour le fait de réserver le futur régime aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Jean-Paul Delevoye a dit ça hier, le haut commissaire aux retraites. Si on fait cette clause du grand-père pour une profession, il faut la faire pour tout le monde, question d'équité. Ça, il a raison. Ça veut dire qu'on renonce à la réforme. C'est absurde. D'abord, son système à lui est sur des transitions, il a dit dans le même entretien, de 20 à 30 ans. Le faire pour les primo-arrivants, ça veut dire 40 ans. Ce n'est pas une différence de nature. Deuxièmement, je comprends que Jean-Paul Delevoye, qui a travaillé depuis 1 an et demi, est attaché d'une certaine façon à ce qu'il a fait, à ces milliers d'heures de concertation, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Quand vous lisez son entretien, et l'homme est évidemment compétent sur ce sujet, à part ce propos tranché sur lequel il a reçu un coup de règle sur les doigts assez visible, de la part du Premier ministre et du Président. À part ce propos tranché, c'est incompréhensible. Donc quand le type le plus compétent tient un discours sur un sujet incompréhensible, c'est qu'il y a vraiment un problème. Vous dites mais faire en sorte que la réforme ne s'applique, que les premières pensions concernées n'arrivent qu'en 2060, 2065, c'est pas une façon de l'enterrer? Ah non, ce n'est pas une façon de l'enterrer. C'est une réforme qui touche au pacte social français dans son identité la plus profonde. On ne fait pas des choses immédiates. Et d'ailleurs, leur réforme, comme je vous dis, maintenant, ils en sont à 30 ans de transition. Ce que vous pouvez faire, vous dites, ce sont les primo-arrivants. Et par ailleurs, les salariés actuellement en fonction ou les professions indépendantes peuvent
délibérément basculer sur le système. Donc il y a évidemment une option, et peut-être à un moment que cela se fera. En tout cas, pas question pour vous c'est une réforme anxiogène. Aujourd'hui, on est dans une situation où on fabrique de l'anxiété sans raison. On fabrique de l'anxiété parce que vous n'avez pas un salarié, disons jeune ou dans la quarantaine, qui sait ce que sera sa retraite. Donc c'est pas possible. Donc il faut revenir à de la clarté. Et la clarté, c'est de dire, et pour les réformes, si on maintient le système actuel, il faudra régulièrement allonger le nombre de trimestres de cotisation, bouger un jour l'âge de la retraite. Bon, on sait, il faut faire de la plomberie comptable, mais ça c'est inévitable. Un autre débat de ces derniers jours a porté sur les quotas d'immigrés qualifiés que le gouvernement se dit prêt à instaurer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une immigration économique quand on a des millions de chômeurs ? Ben oui, on a besoin d'une immigration économique quand on a des millions de chômeurs, pour une raison qu'un journal aussi tourné vers l'économie que le vôtre sait, c'est que le frein aujourd'hui à la croissance d'une très grande partie des entreprises, c'est leur incapacité à trouver de la main-d'œuvre. Mais est-ce qu'il ne faut pas former les gens qui sont là en France ? On va former, mais ça prend du temps. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui dans l'équation du chômage, il y a ce qu'on appelle chez les économistes le chômage frictionnel, c'est-à-dire les gens entre deux jobs. Ça, c'est la vie, c'est normal. Il y a ceux qui veulent un boulot et qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas assez qualifiés et qu'aujourd'hui, au prix de la main-d'œuvre, on ne peut pas payer leur sous-qualification. Puis il y a ceux qui peuvent travailler et qui ne veulent pas. Et là, on tombe sur un problème qu'on a essayé de résoudre, mais pas assez, qui est la différence, l'écart entre ce qu'apporte le travail par rapport à la somme des aides sociales améliorée d'un peu de travail au noir. Car c'est ça aussi la réalité. Donc, d'une certaine manière... Il faut aller plus loin là-dessus. On est en pleine réforme des allocations chômage, par exemple. Ça, c'est un sujet, les allocations chômage. C'est pas creuse l'incitation, l'écart entre travail et revenus d'assistance. Je pense que la réforme des allocations chômage est évidemment douloureuse pour certains, mais qu'elle est inévitable. Tous les pays qui ont à peu près réussi à revenir au plein emploi, nous, c'est un peu différent, on l'oublie toujours, on a une bonne démographie. Donc on ne peut pas viser 3%, c'est pas vrai. Mais tous les pays qui sont revenus au plein emploi ont durci leur réglementation en matière d'allocation chômage. C'est triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Alain Mac.